Mosaïque, 10 ans déjà. 20 places à gagner à une soirée prestige le 6 novembre à la salle W à Wustwiller. Revivez en images les temps forts de la télé avec la participation d'Erza, de Marina D'Amico, Alphonse le magicien. Pour jouer, envoyez-nous via Facebook un selfie vous mettant en scène avec Mosaïque. Avec l'aglo, plus belle la vie. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain c'est une très belle journée qui nous attend. Dès le lever du jour, le soleil tient le haut de l'affiche pour toute la journée. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés, les maximales de 12 à 17 degrés. Demain samedi 31 octobre, nous fêtons les Quentins. Le soleil nous accompagnera de 7h17 à 17h12. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Pour un déguisement d'enfer, festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, des idées toutes faites. Naturellement en bonne santé, pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépi, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Samedi 7e journée de CFA2, l'ESFC recevra la réserve du Stade de Reims. Sarreguemines voudra continuer sur sa lancée et tenir en échec le 2e du championnat. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque. Mosaïque, 10 ans déjà. 20 places à gagner à une soirée prestige le 6 novembre à la salle W à Wustwiller. Revivez en images les temps forts de la télé avec la participation d'Erza, de Marina D'Amico, Alphonse le magicien. Pour jouer, envoyez-nous via Facebook un selfie vous mettant en scène avec Mosaïque. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'une semaine en Lorraine. En ces périodes de vacances scolaires, nous vous avons concocté un best-of des meilleurs reportages de la semaine de vos télévisions locales pour mieux découvrir notre si belle région Lorraine. Aujourd'hui, mettez vos bottes en caoutchouc, nous partons en forêt pour un dimanche à la chasse aux a priori. Et après la chasse, la cueillette aux champignons n'aura plus aucun secret pour vous. Un homme à la tronçonneuse, non pas dans les bois ni pour Halloween, mais pour sculpter et surtout vous émerveiller. Et côté événement, nous reviendrons sur le festival Les Diableries de Stenay en Meuse. Côté sport, nous assisterons à l'entraînement de l'équipe de France au Snawl d'Amnéville. Et puis nous découvrirons le nanosport qui nous emmène aujourd'hui à la piscine de Vittel. Et pour terminer, nous nous rendrons chez nos voisins pour y découvrir leurs fameuses pâtes alsaciennes.
Mais commençons cette émission avec la communauté turque du pays de Biç qui s'est déplacée à Strasbourg pour voter. L'élection législative turque aura lieu le 1er novembre, mais des votes anticipés étaient proposés pour faire valoir ses droits, même à l'étranger. Reportage TV Cristal. Dimanche dernier, la communauté turque du pays de Biç a loué un bus pour se rendre au consulat de Strasbourg. Jusqu'au 25 octobre, les ressortissants turcs ou les franco-turcs ont la possibilité de voter par anticipation en vue de l'élection législative prévue ce 1er novembre en Turquie. Aujourd'hui, nous sommes dans la biculturalité. Nous sommes partagés entre la culture turque et la culture française. Nous avons le droit de voter à ces élections seulement depuis juillet 2014. C'est un point important pour nous qu'aujourd'hui on puisse prendre en compte notre opinion. Nous sommes fiers d'être là, fiers de voter pour notre pays et j'espère que ça va agir, quoi. 75 000 votants sont attendus par le consulat turc de Strasbourg. Certains citoyens n'hésitent pas à parcourir plus de 200 km et doivent parfois patienter durant 9 heures avant de voter, tant le déplacement est massif. Les franco-turcs vivant en France n'oublient pas la Turquie et se soucient de sa politique à laquelle ils continuent d'être liés. Par exemple, le service militaire, toute personne ayant la double nationalité est obligatoire de faire son service militaire en Turquie pendant 12 mois. Il est important donc vraiment d'être présent, actif dans les choix politiques. Donc, il y aura des mesures qui ont été votées par ce gouvernement, notamment des primes de naissance pour les franco-turcs en France. Il y aura des primes, il y aura des bourses pour les étudiants de la licence jusqu'au master. Donc, sont directement proposés, notamment à venir, notamment dans quelques impacts que directement nous pourrons à l'avenir en profiter et en bénéficier. Fondée par l'actuel président de la République, Recep Tayyip Erdogan, l'AKP, parti islamo-conservateur, entend retrouver une majorité parlementaire afin d'éviter la constitution d'un gouvernement de coalition. Toutefois, il devra compter notamment avec l'opposition pro-kurde du HDP. L'élection législative se tiendra ce 1er novembre en Turquie. Et commençons dès à présent notre balade en forêt avec une initiative pour mettre fin aux a priori. Direction donc la forêt des Vosges pour une partie de chasse. Cette journée était une opération de la Fédération départementale des chasseurs des Vosges et qui consistait à inviter des non-chasseurs pour un dimanche à la chasse. Objectif, combattre toutes les idées reçues et redorer la réputation des chasseurs, mais aussi apprendre les dispositifs de sécurité. Reportage Vosges Télévisions. Rien dans le chargeur et rien dans la chambre. Trop d'idées reçues sur la chasse, troisième loisir de France au nombre d'adhérents, 6 900 rien que dans les Vosges. Pour combattre les préjugés, la fédération a organisé dimanche un week-end à la chasse. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes viennent à la chasse, que les gens aient une autre opinion de la chasse que celle de dire le chasseur, c'est un bringueur, c'est un flingueur, c'est un tueur. Non, le chasseur, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui vit dans la nature, qui vit aussi pour la nature, parce qu'on est quand même des gens qui travaillons beaucoup pour la nature, on fait beaucoup, on entretient quand même beaucoup de forêts, on s'occupe du gibier, ça fait quand même partie de l'écologie d'une certaine manière. Les volontaires, comme ici au Vieux Moulin sur le secteur de Senones, ont participé à une matinée. Florent est agriculteur, il voulait voir comment cela se passait. Il a participé à la traque, son rôle, rabattre le gibier vers les tireurs. Là j'ai traqué un gibier très difficile, c'est les ronces, qui m'ont bien eu aujourd'hui, effectivement. Non, je pensais pas que c'était si épais dans ce coin-là, et donc, mais là je pense que c'est un bon repère pour les sangliers, effectivement. Personne n'a envie d'y aller, c'est sûr. Pendant ce temps, les tireurs ont encerclé la zone de chasse. Sophie s'est installée près de l'un d'eux. On attend parfois des heures, presque immobiles, avant de tenter une action. Je voulais découvrir une journée à la chasse, tout simplement, parce que j'entends autour de moi les chasseurs dans la forêt, aux alentours de mon domicile, et je me demandais comment ça se passait une journée à la chasse. Quand on dit la chasse, on croirait que c'est tuer parce que ça nous fait plaisir et plein d'animaux tués, mais non, tout simplement, c'est le plaisir également d'être dans la nature et de voir comment les animaux se déplacent, etc. Pas un tir d'ailleurs ce matin-là. Les feuillages dissimulent encore les animaux et éventuellement les autres promeneurs. Ainsi, parmi les consignes avant le départ, vigilance et sécurité. On fait très attention. Alors, l'idéal, nous, on nous fait porter des vêtements rouges. C'est parfait, c'est excellent, c'est ce qu'il fallait faire. Mais si on pouvait inciter les autres utilisateurs à faire la même chose, ça serait pas mal.
Autre rôle des chasseurs, aider les agriculteurs à protéger leur culture. En moyenne, ils les indemnisent à hauteur de 800 000 € par an dans notre département. Et si les chasseurs nourrissent le gibier, c'est dans le but de les garder le plus longtemps possible en forêt et d'éviter les dégâts dans les champs. Et continuons notre joli tour en forêt, quittons celle des Vosges pour celle de Moselle. Partons à la rencontre de Louis Lampert, maître en ce qui concerne la cueillette des champignons. Et son panier a de quoi faire envie tous les amateurs, des rosés, des bolets, des russules, des lactaires, des coulomelles et bien plus encore. Louis arrive en moins d'1 heure à obtenir une cueillette riche et diversifiée tout en éclairant les personnes qui l'accompagnent grâce à ses connaissances de mycologue. Même si un cueilleur ne révèle jamais son coin à champignons, Mosaïque TV a eu l'honneur de suivre ce passionné de nature sur les traces. Ce qui est intéressant pour les champignons, c'est de trouver un terrain mixte. Mixte, c'est-à-dire sableux, parce que les cèpes, par exemple, ont besoin de sable, tous les autres bolets ont besoin de sable et de sol acide, et d'autres n'ont pas besoin de ça. Donc, ils cherchent ces bonnes places entre les deux. Donc, nous sommes ici juste à l'arête entre les deux. C'est une bonne place, et ensuite exposé à l'est. Là, il pourrait y en avoir, parce qu'il y a des petits hêtres qui poussent, il y a un peu de mousse, il y a un peu de lumière qui rentre, alors on arrive à un biotope, comme on dit, favorable. S'il pleut, en forêt, ça n'agit qu'une semaine plus tard. Parce que les arbres, quand il pleut, les arbres absorbent déjà plein d'eau. Et les champignons de forêt, ils réagissent plus tard, ils réagissent plus doucement à l'humidité. Donc ce qui pleut aujourd'hui, hier soir, samedi, ce sera bon, et dimanche, en forêt. Alors que dans les prés, ça réagit, 2 jours après, c'est bon, ça pousse. Moi, je nettoie les champignons, je ne coupe pas le pied. Le pied, c'est très ferme, c'est bon à manger. Alors, si vous laissez la partie la plus ferme du pied dans le sol ou dehors, c'est dommage. On nettoie le pied en grattant avec le couteau ou éventuellement avec le petit balai qu'on a. Comme ça, on a un champignon qui est propre dans le panier. On n'aura plus besoin de le nettoyer en rentrant. C'est une amanite phalloïde qu'on a fini par trouver. C'est réellement le champignon toxique, mortel. Bon, on peut résister, mais c'est difficile. Tout ce qui ressemble à ça, il ne faut pas le ramasser en forêt. Et puis vous savez ce qu'on dit, s'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Alors on va à la pharmacie pour s'assurer si on peut manger ces délicieux champignons. Avec le bois, on peut aussi faire de l'art, et Jacques Pissenem, qui expose actuellement ses œuvres à la galerie Tête de l'Art de Forbach, proposait le week-end dernier une performance artistique en plein centre-ville. Le sculpteur a fait de sa passion son métier et un véritable one-man show. En direct et pendant 15 minutes, il a sculpté une pièce de bois, l'effigie de l'amour, devant un public déjà tout acquis à sa cause. Il réalise des prestations à la tronçonneuse en magnifiant le bois et la nature. Un show qui allie musique, performance physique et magie artistique. Un véritable spectacle vivant que TV8 nous fait découvrir. J'ai monté des performances de sculpture en son et lumière, et donc c'est la création d'une sculpture devant un public avec une musique, avec une séquence lumière, et ça je le fais beaucoup, vraiment beaucoup, c'est une grosse partie de mon activité dans toute la France et un peu à l'étranger, et donc je suis très souvent devant les gens, mais en plus dans la création pure, c'est-à-dire dans le partage de la création. Performance artistique à Forbach, Jacques Pissenem, sculpteur d'arbres, propose un one-man show consacré à de la sculpture sur bois, en live et devant un public. Jacques est un artiste unique en son genre, véritable showman. Il réalise des prestations à la tronçonneuse en magnifiant le bois et la nature. Un show qui allie musique, performance physique et magie artistique. Un véritable spectacle vivant. Il va donner le maximum, comme à chaque fois. Et vous allez voir, ça ne va pas vous laisser indifférent. C'est un truc quand même, ça vaut le coup. Vous avez bien fait de venir. Un max de bruit pour Jacques Pissenem.
Ce bois devient au fur et à mesure un véritable objet d'art, une sculpture mise en lumière. Et quand on observe l'artiste, on se dit que l'art a l'air bien simple. L'art, ça a l'air super simple. En fait, quand les choses sont faites avec cœur, ça devient simple. La difficulté, c'est tout le travail avant pour pouvoir y arriver, en fait. Mais l'acte en lui-même, il est simple, parce que c'est tout le travail qui est avant qui est compliqué. Disons c'est vrai qu'il y a une forme de lâcher prise où c'est quand même des outils très dangereux, il y a énormément de travail dans un temps très réduit, donc on est dans un tel niveau de concentration qu'effectivement on en oublie un peu les choses d'habitude, le monde de d'habitude. Au final, cette sculpture, elle représente quoi? Elle représente le mot amour en calligraphie arabe, alors avec ces 4 lettres, un arabe qui sait lire l'arabe pourra lire l'amour, voilà. Pourquoi ce choix? C'est un choix qu'on a fait en collaboration avec le calligraphe Sadiq Hadari. Les gens qui veulent aller voir, il a un site Sadiq Hadari, un site magnifique. On a créé des beaux mots. On a fait des mots comme la paix, comme l'amour, comme l'humanité, comme la beauté. Parce qu'en fait, on est les premiers à faire le travail de sculpture de calligraphie. C'est vraiment une exclusivité, notre collaboration en fait. Une œuvre qui émerge au fur et à mesure du temps. Une œuvre dans son entité, grâce au bois, à l'artiste, à ses machines et au public. C'est autant les gens qui étaient avec moi, que l'œuvre, que la musique. Je pense que c'est vraiment un tout et c'est loin d'être que moi, quoi, hein, heureusement. Et dans quelques instants, l'équipe de France de ski peaufinera sa préparation de rentrée sur la piste du Snow d'Amnéville. Et côté sport, toujours, l'association France Nano regroupe exclusivement des personnes de petite taille et nous emmènera dans la piscine à Vittel. Et pour terminer, nous ne résisterons pas à la tentation de percer les secrets de fabrication des célèbres pâtes alsaciennes. Mais avant ces découvertes, revenons sur un événement qui avait lieu il y a quelques jours au nord de la Lorraine, en Meuse. La commune de Stenay possède un riche passé. Nous connaissons son musée européen de la bière et quelques spécialités locales comme les biscuits cochons. Voici ici le festival Les Diableries de Stenay. En effet, le diable faisait partie intégrante du patrimoine de la ville. L'association Les Diableries a voulu lui rendre hommage. Reportage endiablé, forcément, de Maï-Lorraine. Ici c'est à Stenay, donc c'est la ville du diable, donc notamment on peut retrouver l'emblème sur la mairie de l'église où il y a un diable là-bas au-dessus. Il y a une vraie volonté depuis des années de créer un festival identitaire au niveau de la ville de Stenay. Voilà, donc on a repris le thème du diable puisqu'on le retrouve sur le blason de la ville. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'explications pour pas que ça soit non plus la fête du diable, une messe noire, grandeur nature. Donc c'est accueil de tout le monde, petits et grands, quelque chose de familial. Donc c'est une association qui a vu le jour il y a 1 an. Et on a voulu donc refaire revivre l'histoire de Stenay à travers l'art et l'artisanat. Surtout. Et donc notamment là on a des jeunes qui font du slam, donc on a voulu vraiment toucher toutes les tranches d'âge, que ce soit du plus jeune, moyenne d'âge et les plus anciens. J'ai entendu dire certaines appréhensions des locaux pour venir ici au festival parce qu'on parle de diable, ça fait toujours peur. Il y a d'autres personnes qui oseront franchir le pas et venir parce que bon, faut bien dire diablerie, il y a un côté quand même sympa, c'est pas une histoire de secte de diable ou quoi que ce soit. De toute façon, le diable il est partout, il est sur le fronton de la porte d'entrée de l'hôtel de ville. Ah ben, le festival des Diableries de Stenay, pour une première, c'est une belle première. On a eu de belles prestations des têtes en l'air, un beau spectacle aujourd'hui et hier également. Justement, c'est un peu mystique, ça fait peur, mais d'un autre côté, on a envie de savoir. Donc il y a une curiosité qui fait qu'on vient se présenter et on vient savoir ce qui se passe. Au départ, ils ont eu peur. Parce que savoir quand on parle du diable, le diable c'est quelque chose de mystique, c'est bestial, ça fait peur. Et quand on leur explique que le diable, c'est l'inconnu, c'est la chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut avoir un diable ironique, un diable rigolo, les petits diablotins, voilà, la pièce de théâtre, le bon petit diable, alors lui qui fait des bêtises. Donc c'est le diable sous toutes ses formes en fait.
Ouvrons maintenant notre page sportive avec, pour commencer, la reprise de la saison de ski avec la Coupe du Monde à Zolden en Autriche. La semaine dernière, les skieurs de l'équipe de France répétaient leur dernière gamme à Amnéville sur la piste du snowball, comme Jean-Baptiste Grange, champion du monde de slalom. L'équipe de France a pu profiter des installations du snowball qui leur permettaient de tester quelques techniques dans des conditions particulières. C'est Mirabel TV qui a enfilé sa jolie doudoune pour nous offrir ce reportage. Au snowball d'Amnéville, ils sont un peu comme chez eux. Cette piste, Jean-Baptiste Grange, Julien Liseroux et leurs partenaires de l'équipe de France la connaissent par cœur. Tous les ans ou presque, ces amis de longue date reviennent préparer les échéances importantes qui animeront leur saison en slalom. Et ils ne viennent pas sur la deuxième plus grande piste de ski indoor d'Europe par hasard. C'est un bel outil de travail. C'est vrai que bon, c'est plutôt plat, mais les gens se demandent souvent ce qu'on vient faire. Mais voilà, on a aussi des sections qui sont plates en Coupe du Monde et qu'il faut travailler. Et puis surtout, ça permet d'avoir des très bonnes conditions de neige. On est vraiment sur de la neige très très dure, de la glace. Donc nous, ça nous permet de voir un peu par rapport aux conditions qu'on aura en Coupe du Monde, conditions de plat aussi, et ça permet de tester le matériel. Donc ça, c'est hyper important. Le haut niveau, c'est une somme de tout petits détails. Et tous les tests et l'entraînement qu'on peut faire ici sur des conditions régulières de neige très très verglacée, et nous, ça nous fait du bien pour le début de saison. Même s'il reste sur un sacre de champion du monde de slalom à Beaver Creek dans le Colorado, Jean-Baptiste Grange n'en est pourtant pas plus confiant quant à ses chances de réussite. En tout cas, l'ambition, elle, reste intacte. Le but, c'est de monter en intensité jusqu'à la première course. Et puis voilà, quoi qu'il arrive après, la saison, elle est longue aussi. Donc voilà, il faut voir ça sur la globalité. C'est certain que j'ai envie d'essayer de jouer devant. Voilà, c'est l'essentiel. Pour Julien Liseroux, double médaillé au championnat du monde en 2009, l'objectif sera de faire oublier sa triste mésaventure de mars dernier, lors du dernier slalom de la saison à Méribel, qu'il avait vu devenir bien malgré lui une star du web. Le Français avait alors totalement manqué son départ en effectuant un spectaculaire roulé-boulé suite à un trop-plein d'engagement. Résultat, il terminera à 16 secondes des meilleurs. À 35 ans et au crépuscule de sa carrière, il préfère en rire en prenant le plus de plaisir possible. Ce qui était plus frustrant, c'était le contexte. C'était que c'était les finales de la Coupe du Monde, c'était qu'on était à la maison, en France, que moi j'avais plus de 300 personnes de mon fan club et que la course n'avait même pas débuté, que j'étais déjà par terre. Maintenant voilà, je l'ai pris avec le sourire une fois digéré. Voilà, je termine quand même la saison 15e mondiale, donc c'était un petit clin d'œil à tous mes copains freestylers. Donc moi j'ai juste envie de m'épanouir, je suis un compétiteur, j'ai envie de tout donner, je m'entraîne dur pour ça, donc bien sûr j'ai envie de faire des gros résultats, mais non, j'ai aucune revanche à prendre sur rien du tout, j'ai juste envie de me faire plaisir avec le sourire. La suite pour les deux partenaires les emmènera sur les pistes de Suède pour un ultime stage avant d'espérer briller à Levi en Finlande le 15 novembre prochain. Autre sport, autre décor, autre monde. Créée en 1997, l'association France Nanosport regroupe exclusivement des personnes de petite taille. Parrainée par Jean Galchion et affiliée à la Fédération Handisport, à raison de 2 à 3 week-ends par an, elle permet à tous ses adhérents de se retrouver dans différentes régions de France et de pratiquer ainsi de nombreuses activités aussi variées que possible. Une dizaine d'entre eux étaient ainsi réunis à Vittel la semaine dernière, sous l'œil et la caméra de Vosges Télévisions. C'est une association sportive comme il en existe des milliers, à ceci près qu'elle s'adresse exclusivement aux personnes de petite taille. Créée en 1997 à l'initiative de quelques compétiteurs, de retour des 2e Jeux mondiaux, l'association France Nanosport regroupe aujourd'hui une cinquantaine de licenciés venus de tout l'Hexagone. Une dizaine d'entre eux étaient le week-end dernier à Vittel. En fait, le but est de faire découvrir divers sports que l'on n'aurait pas pensé à pratiquer en fait par nous-mêmes. On fait quand même plusieurs week-ends dans l'année, un peu partout en France. Donc cette fois-ci, j'avais envie d'organiser. En ayant les installations sportives que l'on a à Vittel, c'était difficile de faire autrement. Au programme durant 2 jours, initiation au tir à l'arc avec la flèche thermale de Contrexéville ou au pistolet avec le CSV, et sur ces images de la plongée avec le Sub Aqua Club de Vittel au centre de préparation Omnisport avec pour la plupart un baptême. Moi je suis allée juste au fond, que c'est impressionnant quand même pour respirer, voilà, le casque, le nez, enfin tout ça, bon. Et moi je stresse un peu, mon corps stresse, mais les moniteurs, enfin super. Oui super,
ça m'a permis d'aller quand même jusqu'au fond. Je pensais pas aller jusqu'au fond. Au-delà de l'aspect convivial de ces rencontres, le but est bien évidemment de démontrer que sport et nanisme ne sont pas incompatibles. Il y a des institutions qui aujourd'hui tournent et organisent régulièrement des compétitions nationales et internationales avec handisport et internationales avec l'IDAF et le comité paralympique où chacun peut s'éclater et aller chercher des breloques et des records parce que nous sommes une catégorie nanisme qui existe maintenant. Et on peut faire des temps et avoir des chronos, des références et savoir ce que l'on veut au niveau international. Preuve en est, après une première participation aux Jeux mondiaux pour les personnes de petite taille en 2013 aux États-Unis et 3 médailles récoltées, le contre-sévillois Anthony Aubé devrait à nouveau concourir en 2017, cette fois au Canada. Et sortons de l'eau pour nous rendre en Alsace à la découverte du patrimoine culturel et gourmand de nos voisins. Depuis la rentrée, une semaine en Lorraine, je vous propose de découvrir un reportage de vos télévisions voisines. Aujourd'hui, découvrons avec Alsace Vin le premier producteur de pâtes alsaciennes de cette région et le troisième de France. Direction Wittenheim et dégustons ces fameuses pâtes Valfleury. La troisième génération de la famille du fondateur Frédéric Kunz perpétue la tradition des pâtes Valfleury. L'aventure a commencé en 1922 dans un petit atelier. Aujourd'hui vendu pour l'essentiel en grande distribution, Valfleury emploie 100 salariés pour une production de 60 millions de sachets réalisés par an, avec un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Pas beaucoup de travail, peut-être un peu de chance aussi dans la vie, hein, mais il faut avoir beaucoup de courage pour faire d'une petite entreprise qui était un petit atelier d'une entreprise comme elle est actuellement, hein, qui est quand même la troisième entreprise de pâtes en France. Le travail manuel du fabricant de pâtes est devenu un travail de pilotage. Valfleury possède même dans ses locaux un laboratoire d'analyse pour contrôler la qualité de chaque pâte. Cette qualité alsacienne s'exporte même au-delà de la région, en Europe, Afrique du Nord, Russie, Chine. L'avantage, je dirais, de notre pâte, c'est qu'elle a une qualité gustative et organoleptique qui lui est propre, c'est-à-dire que c'est une pâte qui est beaucoup plus goûteuse, c'est une pâte qui est beaucoup plus odorante, puisqu'en fait on a les œufs, nous on a 7 œufs au kilo. Chez Valfleury, en plus, ce sont des œufs plein air. Et donc, par rapport à une pâte classique qu'on appelle une pâte italienne, on ne joue pas dans la même cour. L'usine Valfleury fabrique tout type de pâtes, à l'exception de la lasagne, trop peu rentable pour cette entreprise à capitaux 100% familiaux. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. Merci à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Profitez bien de vos vacances si vous avez la chance d'en avoir.